à l'époque, c'était sur une triple exigence: désarmer les pouvoirs des marchés financiers, du commerce international et des entreprises multinationales, et tout ça au nom de la lutte contre les inégalités, pour la protection de l'environnement et la démocratisation des institutions internationales. Alors, on constate que ces exigences n'ont cessé de gagner du terrain dans l'opinion publique mondiale, et c'est tant mieux. Mais par contre, 20 ans, le monde de Davos n'a cessé de faire empirer la situation. Alors, Attaque France, que je représente ici, s'est engagée dès le départ dans ce mouvement altermondialiste qui est toujours active. Le thème que nous abordons aujourd'hui est en lien direct avec les combats d'Attaque contre l'impunité et la domination des multinationales. Et s'agissant de Total, l'Observatoire des multinationales l'a récemment épinglé comme Corona profiteur du CAC 40, comme d'autres multinationales françaises, mais enfin françaises en attendant, par augmentation de versement de dividendes durant la crise, alors qu'elle s'était engagée à ne pas le faire, supprimer quand même des emplois en France, et tout ça en continuant à carboniser le CRA et pour ses nombreuses filiales à profiter des paradis fiscaux. Et il y a un document très intéressant là, sur ce point-là sur le site des multinationales.org. Je vous invite à aller le consulter. Et Total est par ailleurs connu en France pour ses opérations de greenwashing, la reconversion de ses raffineries en bioraffineries, telle la raffinerie de la Med près de la Méditerranée, qui a été reconvertie pour brûler de l'huile de palme issue de l'agro-industrie indonésienne et participant à la déforestation. On a aussi le cas de la transformation de la raffinerie de Grand Puy, qui fait l'objet de l'actualité en ce moment en France. Là, Total envisage soi-disant de contribuer à la transition écologique avec là aussi des agrocarburants, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est une fausse bonne idée d'utiliser les agrocarburants pour lutter contre le changement climatique et pour la transition écologique. Non, mais nous profitons de ce forum pour illustrer les dégâts sociaux et environnementaux de Total dans d'autres parties du monde. Alors, nos invités sont là pour témoigner. Il y aura le premier qui s'exprimera, Laure Quilaqueo de l'Observatorio Petrolero Sur d'Argentine. Il le dira mieux que moi tout à l'heure. On parlera de Total en Argentine. Léa Kulinowski, qui est chargée de mission juridique dans la campagne contre l'impunité des multinationales aux Amis de la Terre France, et qui parlera du méga projet pétrolier de Total en Ouganda et Tanzanie et des impacts qu'il a ou aura sur les droits humains de plus de 100 000 personnes, ainsi que sur l'environnement et le climat de ces pays. Elle présentera également l'action en justice en France par 4 associations rwandaises avec les Amis de la Terre France et Survie contre Total. Et cette action en justice est fondée sur la loi prise en 2017 en France sur le devoir de vigilance des multinationales. Ensuite interviendra Thiago Almeida, chargé de mission à Greenpeace Brésil, et qui parlera des cas de Total au Brésil. Et enfin, Lucie Pinson, directrice de Reclaim Finance, et qui évoquera les soutiens financiers des grandes banques et investisseurs à Total, ainsi que les efforts de certains actionnaires pour pousser le premier pollueur français à adopter une stratégie de décarbonation de ses activités. Alors, pour les questions, vous pourrez les écrire sur le chat dédié en bas de vos écrans, et les intervenants y répondront soit à l'écrit, soit oralement en séance, mais je pense qu'on aura le temps. Mais on préfère laisser la parole à chacun, et ensuite, on pourra répondre aux questions s'il y en a, mais il y en aura sûrement. Donc, je vais laisser la parole à Victor, qui va nous parler de ce qui se passe en Argentine. À toi, Victor. Hola, ¿cómo están? Victor, on n'entend pas. Hola.
Hola, Marí. ¿Me toca a Y mí, no? te oímos, Víctor. Perfecto. Adelante. Gracias. Les comparto ahora la presentación. Muy bien. Bueno, primero agradecer, por supuesto, la invitación, el espacio, con los compañeros y las compañeras del Observatorio Petrolero Sur. Bueno, me parece sorprendente también llevar 20 años ya del Foro Social Mundial. Hemos estado todos muy involucrados e involucradas en distintos lugares, así que agradecemos poder tener un momento también de reflexión colectiva. Sobre Total Austral en Argentina, nos han invitado a conversar hoy y nos parece pertinente indicar solo algunas cuestiones relacionadas con el lugar que tiene Total en el contexto actual. Cuando recibimos la invitación, conversamos con los compañeros sobre el lugar relativo en la actualidad, no tan visible de Total en sus operaciones en Argentina, pero sí el fuerte impacto que ha tenido a lo largo del desarrollo de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Argentina. Y el lugar, digamos, muy comprometido de Total, del grupo Total y de sus alianzas en transformarse en la vanguardia de las energías extremas y de la explotación de no convencionales en el país. Entonces, ese por ahora sería el primer encuadre de la compañía de Total en el país. Particularmente, está presente en Argentina desde el fin de la década de los 70, en plena dictadura militar, cuando se abre el escenario a la participación de otras compañías privadas y multinacionales, el escenario energético del país. Y Total desembarca fundamentalmente con proyectos en el sur del país, en el sur del continente, en la cuenca austral, y luego también en otros espacios productivos, particularmente de la cuenca neuquina. Tuvo una gran participación en ambos lugares, en el avance hacia escenarios de no convencional, particularmente con el fracking en Vaca Muerta, donde les voy a mostrar un par de ejemplos. Opera algunos bloques, 10 bloques, particularmente en Vaca Muerta, y en la cuenca austral, que es en el extremo sur, en Tierra del Fuego, tiene participación en 5 emplazamientos offshore y 1 en costa adentro, en onshore. Es responsable Total en general para la producción y explotación de gas en Argentina, llegó a ser la principal productora privada de gas del país. En la actualidad, desde Cuenca Austral y en función de las acciones de la explotación que lleva adelante Total en el mar y en la tierra, es la segunda productora de gas en Argentina. El 90% de su producción de lo que produce Total en Argentina es gas, y la mitad, más o menos la mitad, viene justamente de la costa afuera del offshore. Entonces, por una parte tenemos fuerte participación en Vaca Muerta, que se ve ahí en el mapa de la izquierda, que es esta enorme formación y un megaproyecto, nosotros la conocemos como un megaproyecto Vaca Muerta, que enlaza las posibilidades de producción, de explotación de gas utilizando el fracking en escala masiva, en un territorio enorme que abarca 5 provincias del país, 30.000 kilómetros cuadrados, entonces, y busca enlazar zonas productivas o de reciente incorporación al mercado energético por la explotación del no convencional, con los puertos, por ejemplo, y con mercados regionales, como el caso de Chile, Uruguay, Brasil, y también mercados internacionales al otro lado del océano. Total está presente en Vaca Muerta desde los años 90, y nos vamos a detener un poco en su figura, porque reafirma esta idea de la enorme presencia de la compañía francesa como protagonista del avance del fracking en el continente y particularmente en Argentina. En Cuenca Austral, Tierra del Fuego, que es el mapa que se ve
que se ve acá al lado derecho de la pantalla, podemos distinguir una avanzada también en los permisos y en las concesiones de exploración que aparecen en color naranjo, y en verde las cuencas offshore que también están que estuvieron en un proceso de licitación en 2019 en la parte austral, y en zonas de exploración que están ya al interior del continente también. Total se concentra su actividad en Tierra del Fuego en la costa, sobre estos bloques que están acá, los que son licitaciones del año 2019, y además su histórico emplazamiento offshore que involucra varios yacimientos, ¿no? Este es un espacio que conocemos como el Cuenca Marina Austral 1, CMA1, y aquí es donde Total tiene su operación, y eso es lo que les queríamos compartir. En función de este panorama, lo que hemos visto también es que Total lo podemos observar en el marco del desarrollo no convencionales como una empresa que ha estado ahí dentro de los primeros lugares, por lo menos dentro de las primeras 5 empresas responsables de la explotación de gas no convencional en shale. Total ha sido parte de eso. Ha entrado también en programas de gobierno. Bueno, mucho más información podemos ir compartiendo. Principalmente Vaca Muerta lo podemos definir en su participación en tres momentos clave. En 2013, Total fue la compañía responsable de desarrollar un primer pozo de fracking en un área nacional protegida. Fue muy relevante, un movimiento importante por proteger la Reserva Nacional Natural Aucamahuida, y justamente en eso nos dimos cuenta que Total, al mismo tiempo que en Francia prohibían el fracking, explotaba, no solamente hacía fracking en Argentina, sino que lo hacía en una reserva nacional, en un área natural protegida, perdón. Fue en ese momento el primer pozo de fracking en un área natural protegida. Salta entonces el rol de Total en el país, nosotros venimos siguiendo el comportamiento, y en el marco del desarrollo del no convencional en Vaca Muerta, está presente tiene 10 bloques en operación, de los cuales Aguada Pichana Este y San Roque son los más relevantes. Tenemos también en Aguada Pichana Este constituye un espacio sumamente relevante, porque fue en este bloque donde se lleva adelante el primer desarrollo de shale a escala industrial en Argentina. Es el lugar donde se asienta por primera vez con una compañía grande, digamos, a nivel internacional como Total, la posibilidad de explotar en masivo el no convencional, y los efectos que todavía lo estamos sintiendo. Lo mismo pasa con San Roque, un bloque también de producción masiva, uno de los más productivos de Argentina de gas, y ya ha significado eso en la región una serie de situaciones que también ahora vamos a comentar. Principalmente, y en la actualidad, lo que rodea a Total no es muy visible en Vaca Muerta, como decíamos. Desde agosto de 2019, el movimiento de la actividad gasífera prácticamente se detuvo, ni qué decir el año pasado con el marco de la pandemia y del COVID-19, pero ni bien comenzaron las actividades de vuelta de explotación en bloques como Aguada Pichana Este, donde está Total, junto con YPF, comenzaron de vuelta también los movimientos sísmicos. Ahí tenemos un seguimiento pormenorizado de la situación en una localidad que se conoce como Sausal Bonito, en la cual se registraron el año 2019 130 sismos, y 42 en lo que, ni bien se reasumieron las perforaciones en 2020, inmediatamente 42 sismos, incluso en otras regiones cercanas se habló de enjambre sísmico, en el sentido de que fue muchísima actividad de movimientos sísmicos, y hay una permanente preocupación por la situación. Lo que vemos ahí en esa foto son los vecinos de Sausal Bonito mostrándonos la fractura de su casa. Son lugares donde no había movimiento de tierras, y por supuesto las casas no están construidas con esa sabiduría, con la tecnología sísmica, ¿no? Esto no es por un problema de que casas estén mal construidas, etc. Particularmente entonces tenemos esta situación con compañías como Total en Vaca Muerta,
que van sosteniendo el relato también del avance de los hidrocarburos no convencionales como motor, digamos, económico o como sostén de la política energética del país. Saltamos inmediatamente a la cuenca austral, donde sí Total tiene desde hace ya muchos años, desde el año 1989, que Total está presente en Tierra del Fuego, frente a las costas de Tierra del Fuego, y paulatinamente, entrado ya los últimos años, ha ido avanzando y consolidando su posición y las posibilidades también del avance hacia el mar, junto con otras compañías petroleras, ¿no? La podemos reconocer inmediatamente por el consorcio que les decía de la Cuenca Marina Austral 1, CMA1, en el que participa junto con Wintershall y Pan American Energy en la explotación de esto y otros, fuera de los bloques offshore, también otros bloques dentro de Vaca Muerta. Desde el año pasado, desde 2020, mientras vivíamos fuertes los efectos de la pandemia y del confinamiento social, ¿no? El consorcio liderado por Total comienza una campaña muy fuerte también por conseguir que dentro de los próximos planes del gobierno para fortalecer fortalecer justamente la posición de los no convencionales, la explotación de gas que Total lleva adelante en offshore entrara en estos planes de gobierno. Hubo anuncios millonarios, en un contexto de crisis, anuncios multimillonarios, la expansión del campo marino austral, de la cuenca marina austral 1, con otro proyecto que se conoce como Fénix, la evaluaron los ejecutivos de Wintershall y Total, sobre todo en la prensa, como de $1.000 millones. Fines de 2020 se consolida también la posición de Total al lograr incorporar este campo, Cuenca Marina Austral, dentro de las licitaciones que a nivel nacional llevó adelante el Poder Ejecutivo en relación con hidrocarburos, y entran en lo que se conoce como el Plan Gas 4. Tiene ciertas particularidades, no voy ahora a profundizar, pero habla justamente de lo que significa este espacio en el que Total tiene un renombre, tiene una experiencia y se muestra como muy vigorosa, ¿viste? Con un avance muy plausible. Básicamente en Argentina la explotación de hidrocarburos costa afuera es muy limitada, no tiene gran visibilidad. Tuvo algunos proyectos, dentro de los cuales está el que estamos viendo en esa gráfica, que se conoce como ese Cuenca Marina Austral, que está compuesto por distintas plataformas, entre las cuales están, las primeras fueron Hydra, Aries, Carina, y ahora último la que se inaugura el 2016, se pega Pléyade. Esto significó que para el 2018-2019 Total ampliara la capacidad de las plantas que tienen terrestre y las plantas de almacenamiento, tratamiento y los ductos, ¿no? Las cañerías. Justamente con esta capacidad instalada y con esta presencia a nivel nacional como productora de gas, es que también entra en este Plan Gas 4 y logran que para toda la cuenca austral, en el que está incorporado Tierra del Fuego con el offshore y Santa Cruz con otros productores, otras compañías, pero en onshore, digamos, continental, de los 18 millones de metros cúbicos por día que fueron licitados para los productores de gas, para las productoras de gas, 13, casi 14 fueran de esos millones de metros cúbicos por día, corresponden justamente a este consorcio operado por Total en CMA1. Otro lugar importante, otro avance, y es donde nosotros también vemos con cautela, vamos mirando el escenario internacional, qué está sucediendo en otros sectores con esta y otras compañías, sucedió en el marco de las licitaciones del concurso público internacional de offshore que se llevó adelante entre el 2018 y 2019. En 2019, compañías como Total, BP, Shell, Equinor, YPF, Tullow, con mucha presencia en el sector, lograron acceder a bloques marinos en aguas ya ultra profundas de otras cuencas que no son no es la austral, y aquí tenemos entonces a Total operando 2 bloques con BP, en la cuenca argentina norte, como se conoce esta porción del mar, y en la cuenca marina austral,
operando junto con Equinor en la cuenca Malvinas Oeste, un bloque, el 123. Entonces, lo que tenemos es una posición consolidada en cercanía, porque los pozos anteriores en Cuenca Marina Austral 1 está aproximadamente en este sector, al norte de estas licitaciones, no aparecen en este mapita, pero lo que tenemos es una consolidación o un avance de compañías como Total y en compañía, digamos, de otras empresas multinacionales petroleras, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es lo que queremos decir con esto respecto de las afectaciones y el papel de compañías como Total en nuestro país a esta altura del partido, donde ya ha estado 40 años en el territorio explotando hidrocarburos? Es que ha tenido un rol muy activo para legitimar y consolidar el consenso sobre el rol de los combustibles fósiles para la matriz energética y económica del país. Cuando Total anuncia la acción, por ejemplo, de su planta de tratamiento de gas, o la participación de Total dentro de los consorcios para la explotación totalmente extrema, ¿viste? De petróleo y gas en el offshore, en el talud continental argentino o en aguas internacionales, lo que está haciendo es enviar una señal muy poderosa a otros actores globales, a otras petroleras globales, a otras fuentes de financiamiento para profundizar la dependencia argentina en los fósiles a primera e inmediata escala, y luego también profundizar los fenómenos, bueno, globales también de concentración del poder económico en función también de la extracción de hidrocarburos, ¿no? Entonces, si pensamos en Total como una compañía que está mirando con preocupación o con responsabilidad desde el punto de vista en Argentina, su papel en conflictos enormes como el cambio climático, no vemos en Argentina que Total tenga ni una agenda, ni mucho menos. De hecho, no se dice en sus páginas, no aparece eh, reflexiones relacionadas con el cambio climático que tengan que ver justamente con un cambio en la matriz productiva o energética. No digo solamente que Total es uno de los actores que crea las condiciones para que se obture esta discusión, para que esta discusión no suceda, y el paso o el desafío en torno a una transición energética no se ve. En relación con Vaca Muerta, Total de vuelta, no tiene una enorme visibilidad, pero se puede rastrear también su presencia en lo masivo, digamos, de los impactos socioambientales de un megaproyecto como ese, que es lo que venimos viendo, ¿no? Le mostré muy rápidamente lo de los sismos, pero también, porque directamente tiene que ver con Aguada Pichana Este, pero también producto de la expansión y el crecimiento hacia un nivel masivo de la explotación por medio del fracking de hidrocarburos no convencionales, aparecen otros fenómenos, como los basureros petroleros, los sismos, la reubicación o los asentamientos en locaciones de explotación cercanas a las ciudades. Bueno, hay una serie también de problemas, ¿no? Fundamentalmente eso era lo que queríamos compartirles. Saludar nuevamente el espacio y voy a quedar pendiente de sus comentarios o de las otras presentaciones. Nos parece valioso justamente este espacio porque podemos nosotros circunscribir a Total dentro de esta narrativa, pero sabemos, y ahora por lo que venimos escuchando la noticia y por las presentaciones de los otros compañeros y compañeras, sabemos que es, por supuesto, una política a nivel global y es necesario mirarlo estratégicamente entre varios de nosotros y nosotras. Así que, bueno, muchísimas gracias. Merci beaucoup, Victor. C'était vraiment très intéressant. Et j'ai retenu le fait que Total fait de la fracturation hydraulique en Argentine, alors que c'est interdit en France, en plus dans une réserve naturelle. Enfin bon, c'est proprement scandaleux. Pour les questions, oui, on préfère les reporter toutes en fin de séance, si vous voulez bien. Et donc maintenant, c'est Léa qui va faire sa présentation. Merci Léa. D'accord, j'arrive, je partage mon écran.
Et voilà. Hop. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Léa Kliminowski et je suis chargée de mission juridique aux Amis de la Terre. Je travaille dans la campagne contre l'impunité des multinationales. Et je vais vous parler donc des activités de Total en Ouganda et en Tanzanie. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, depuis 2019, les Amis de la Terre sont partis à une action en justice contre Total par rapport à ses activités en Ouganda et en Tanzanie, avec une autre association française, Survie, ainsi que 4 associations ougandaises qui travaillent dans les zones impactées par les projets de Total, qui s'appellent Afiego, CRED, NAPE, qui sont les Amis de la Terre Ouganda, et Navoda. Et ce qu'on demande en fait dans le cadre de ce procès, et j'y reviendrai un petit peu plus tard en détail à la fin de la présentation, c'est qu'en fait Total prenne toutes les mesures nécessaires pour identifier et prévenir les violations des droits humains et les atteintes à l'environnement en Ouganda et en Tanzanie, puisque comme vous allez le voir, celles-ci sont malheureusement bien trop nombreuses. Oh, excusez-moi. Alors donc je vais d'abord vous présenter brièvement le projet de Total. Ensuite, je vais décrire ses impacts sur les droits humains. Je voudrais passer aussi quelques instants pour alerter sur la situation des défenseurs des droits en Ouganda et en Tanzanie. Après, je vais vous parler des risques d'atteinte à l'environnement et au climat que portent les projets de Total. Et pour finir, donc, je vais parler un petit peu de l'action en justice que nous avons lancée contre Total. Alors, le méga projet de Total, en fait, Total est impliqué depuis 2014 dans un méga projet qui vise à extraire et ensuite exporter du pétrole d'Ouganda jusqu'à la Tanzanie. Il y a une autre multinationale qui est impliquée, qui est Sinopec, qui est une multinationale chinoise. Donc, alors, il y a, en fait, dans ce méga projet, il y a 2 projets dans lesquels Total est particulièrement impliqué, qui sont les projets Tilenga et ICOP. Alors, d'abord, le projet Tilenga, c'est un projet d'extraction du pétrole qui se situe aux rives du lac Albert. Donc là, en fait, si vous voyez sur la slide, au nord, où il y a le petit lac au nord, c'est là où le pétrole sera extrait. Et en fait, il y aura environ 400 puits. Le projet prévoit de forer 400 puits qui seront répartis sur 34 plateformes pétrolières, donc qui visent à extraire environ 200 000 barils de pétrole chaque jour. Total est l'opérateur principal de ce projet à travers sa filiale Total Ouganda. Une fois qu'il sera extrait et traité, ce pétrole-là sera ensuite exporté vers la Tanzanie, donc vers l'étranger en passant par la Tanzanie. Et en fait, il sera transporté dans une pipeline qui est donc le deuxième projet, qui est le projet ICOP. ICOP, ça veut dire East African Crude Oil Pipeline, donc un oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est. Et en fait, c'est un oléoduc, donc c'est le tracé jaune que vous pouvez voir sur la carte. Et c'est un pipeline qui vise à transporter donc, le pétrole extrait dans le cadre du projet Tilenga vers le port de Tanga en Tanzanie, afin qu'il soit exporté. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, ça va être le pipeline le plus long du monde, et c'est un pipeline qui sera chauffé parce que le pétrole extrait d'Ouganda, c'est un pétrole qui est très épais, très visqueux, et du coup, le pipeline doit être chauffé à 50 degrés sur toute sa longueur afin que le pétrole puisse être transportable. L'ICOP, donc le pipeline d'ICOP, il va transporter environ 216 000 à 230 000 barils de pétrole chaque jour. Et son coût est estimé à 3,5 milliards de dollars, dont 2,5 milliards de dollars qui devront être empruntés. Dans ce projet-là, le rôle de Total, c'est celui de développeur principal à travers une autre filiale qui est Total East Africa Midstream. Et ensuite, une fois que l'oléoduc sera construit, il sera opérateur avec Sinopec, qui est donc la multinationale chinoise. Donc, en fait, à quel stade le projet en est-il? Il est encore au début, c'est-à-dire que l'oléoduc n'a pas encore été construit, les puits n'ont pas encore été forés. Parce que le Total et donc c'est les autres personnes groupes impliqués dans le projet sont dans l'attente de décision finale d'investissement. D'après les dernières informations, cette décision devrait arriver en mars de cette année, mais il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années que cette décision est retardée. À partir du moment où la décision finale d'investissement sera prise, la construction des infrastructures va pouvoir commencer. Et ensuite, les estimations, c'est que d'ici 3 ans, la production de pétrole commencera. Donc, ça nous amène en 2024. Donc, c'est important de se rappeler que le projet est vraiment encore à un stade de début, et donc il peut encore y avoir du plaidoyer des actions faites qui visent à les empêcher. Par contre, c'est vrai que on remarque quand même que récemment, les développements se sont accélérés.
et malheureusement les violations qui y sont associées également. Donc les craintes, c'est qu'en fait, une fois que la décision finale d'investissement soit obtenue, tout s'accélère. Donc maintenant, je vais vous parler des violations, enfin des impacts que les 2 projets Total ont sur les droits humains. En fait, c'est lié au fait que pour faire de la place à ces installations, donc que ce soit les puits ou le pipeline, ainsi que toutes les infrastructures qui y sont associées, il y a besoin de terre. Et donc, il y a un processus d'acquisition des terres qui est mis en œuvre et qui amène à des expropriations. Alors, selon nos calculs, il y a plus de 100 000 personnes qui sont affectées par les 2 projets, à la fois en Ouganda et en Tanzanie. En fait, il y a un processus d'acquisition des terres qui est mis en œuvre par le biais de plans de réinstallation qui, eux, sont mis en œuvre par des sous-traitants de Total. Et il y a de nombreuses violations qui en découlent. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, en 2019, les violations que nous avons identifiées dans le cadre du projet Tilenga, qui est un peu plus avancé, on a vu lors de nos enquêtes en 2020 que ces violations, non seulement elles continuent dans le cadre du projet Tilenga, malgré toutes les alertes, malgré la mobilisation de la société civile, mais en plus, elles se répètent au niveau de l'ICOP. Donc, je vais détailler les violations principales. Alors, tout d'abord, il y a vraiment des problèmes d'évaluation des terres et des biens. C'est-à-dire qu'afin de pouvoir déterminer la compensation qui devrait être donnée aux personnes qui sont expropriées, il y a les sous-traitants de Total viennent et évaluent les terres. Cependant, selon nos enquêtes, il y a beaucoup de personnes qui ont indiqué que les sous-traitants de Total n'avaient pas correctement évalué leurs terres ni leurs biens. Donc, pour donner quelques exemples, par exemple, le nombre de cultures n'a pas été pris en compte. Donc, certaines personnes faisaient état d'avoir, je ne sais pas moi, 10 arbres qui produisaient du café. Et en fait, il y a seulement 5 qui ont été pris en compte. Ensuite, il y a aussi un autre exemple, c'est que certaines habitations principales ont été caractérisées comme des résidences secondaires. Et ça a un impact en fait sur le montant de la compensation que les personnes auront. Ensuite, un autre problème, c'est qu'il y a un manque d'information des communautés. Et les personnes affectées, elles rapportent devoir signer les formulaires d'évaluation, donc des formulaires qui sont établis une fois que les sous-traitants Total viennent analyser et compter ce qu'il y a sur la terre. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rapporté avoir dû signer ces formulaires alors même qu'ils ne connaissaient pas le montant de la compensation qui leur sera versée et en fait, qui ne savaient même pas quand cette compensation leur sera versée. Alors, il y a également un manque d'information par rapport au processus d'évaluation et d'acquisition des terres, par rapport aux dates de début du projet. En fait, les gens sont vraiment dans le noir complet. On a eu également des informations selon lesquelles il y avait des pressions qui étaient faites, alors soit par les sous-traitants de Total, soit par les autorités locales, afin que les communautés signent les papiers cédant leurs terres à Total. Par exemple, il y a eu parfois les forces de sécurité étaient accompagner les sous-traitants Total lorsqu'ils allaient visiter les personnes affectées ou lorsqu'il y avait des réunions. Et en conséquence de tout cela, il y a beaucoup de personnes qui affirment avoir dû signer des formulaires sans même savoir ce qu'il y avait dedans et sous pression. Donc, la conséquence de ça, c'est que ce n'est pas possible de dire qu'il y a eu un consentement libre, préalable et informé, qui est pourtant obligatoire dans le cadre de déplacements involontaires et de réinstallation, en tout cas au niveau du droit international des droits humains. Enfin, il y a eu beaucoup d'atteintes aux droits de propriété. Selon nos enquêtes ainsi que beaucoup d'autres rapports, certaines communautés affectées ne pouvaient pas librement utiliser leurs terres, alors qu'il faut bien savoir que les personnes qui sont affectées, la plupart, c'est des paysans, c'est-à-dire qu'ils vivent de leurs terres, ils s'en servent pour se nourrir, mais également pour avoir des revenus. Et la justification pour ces restrictions, c'est que comme les terres ont été évaluées, les terres, les biens, les cultures, toute modification ne pourra plus être prise en compte dans le montant de la compensation. Le problème, c'est que ça fait 1 voire 2 ans que l'évaluation des terres a eu lieu et pourtant les gens n'ont toujours pas reçu de compensation. Dans certains cas, les gens n'ont pas pu accéder à leurs terres et n'ont pas pu planter de culture du tout. Dans d'autres cas, les gens ont pu planter des cultures, mais seulement les cultures qui prenaient peu de temps à pousser. Et par exemple, celles qui poussent en 3 à 6 mois afin que justement, il n'y ait pas de culture au moment où… parce que ces cultures-là, en fait, coûtent moins cher et sont récoltées plus vite et du coup pourront être récoltées avant que les terres soient saisies.
Donc ça, c'est les restrictions liées à l'usage des terres, c'est vraiment une des violations principales que nous avons pu observer et qui était déjà dans le cadre du projet Tilenga et là qui se multiplie au niveau du projet ICOP, à la fois en Ouganda et à la fois en Tanzanie. Les conséquences de ces violations des droits humains, c'est les détériorations les conditions de vie des personnes affectées se sont vraiment détériorées depuis le début des activités de Total. Les gens ont non seulement perdu leurs moyens de subsistance, vu que la plupart étaient des paysans qui se servaient de leurs terres, qui cultivaient leurs terres pour se nourrir, mais les personnes ont également perdu des revenus puisqu'ils ne peuvent plus vendre le produit de leurs terres. Et en conséquence, beaucoup de gens n'ont pas pu payer les frais de scolarité de leurs enfants, par exemple. Ils n'ont pas pu non plus, donc les enfants ont dû être déscolarisés, ils ne peuvent pas non plus faire payer leurs frais de santé. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent vraiment en situation de pénurie alimentaire, voire de famine. Il y a également des habitations qui se détériorent puisque, encore une fois, les gens ne peuvent pas modifier les biens qui ont déjà été évalués, donc ils ne peuvent pas réparer leur maison. La majorité des témoignages qu'on a collectés insistent sur le fait que les personnes vivent dans l'inconnu parce qu'elles ne savent pas quand les travaux vont commencer, elles ne savent pas quand elles vont perdre leurs terres et elles ne savent pas non plus quand elles vont recevoir leur compensation ni quel sera le montant de cette compensation. Alors, je voudrais passer quelques instants pour parler de la situation des défenseurs des droits en Ouganda et en Tanzanie. Donc, les défenseurs des droits, c'est les personnes et les associations qui mettent en lumière les impacts négatifs des activités pétrolières, dont celle de Total, mais pas seulement. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en Ouganda, mais aussi en Tanzanie, ces personnes sont régulièrement surveillées, elles sont menacées, elles sont intimidées, voire attaquées et arrêtées. Parfois, les autorités les empêchent même de voir les communautés affectées et donc de pouvoir savoir ou avoir des informations sur ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, donc dans le cadre de l'action en justice que nous avons lancée contre Total, en 2019, il y a eu des représentants des communautés qui sont venus en France afin de témoigner, de présenter la situation en fait, sur le terrain, tout simplement. Et lorsqu'ils sont revenus en Ouganda, ils ont subi des pressions. Il y en a un qui a été arrêté et questionné par la police, et l'autre, en fait, il y a des inconnus qui ont tenté de s'introduire chez lui et qui l'ont ensuite enfermé. Les deux reçoivent depuis des appels anonymes incessants et ils vivent vraiment dans la peur. En avril 2020, il y a 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont interpellé justement Total, le gouvernement français et le gouvernement hollandais suite à des courriers envoyés par les associations et la société civile. Donc, ils ont interpellé Total et les gouvernements sur les pressions et les intimidations dont ont fait l'objet les défenseurs des droits impliqués dans le procès contre Total en France. Et ils ont exprimé la crainte que le harcèlement dont ils faisaient l'objet empêche d'autres personnes affectées par le projet de Total d'exercer leurs droits. Et malheureusement, c'est le cas maintenant. Nos partenaires sur le terrain, mais également les autres associations qui travaillent, qui veulent mettre en lumière les impacts négatifs des activités pétrolières en Ouganda et en Tanzanie, font régulièrement l'objet d'attaques et d'intimidations. Alors maintenant, je vais passer aux risques d'atteinte que les deux projets ont envers l'environnement et le climat. Et donc, en plus des impacts que toute activité d'extraction pétrolière a sur la planète en termes de pollution de l'air, pollution des sols, pollution de l'eau, les deux projets de Total comportent des risques d'atteinte irréversible à l'environnement, à la biodiversité et au climat. Alors, tout d'abord, le projet Tilenga. Il y a 132 puits qui vont être forés à l'intérieur même d'une aire naturelle protégée afin d'extraire du pétrole. Cette aire naturelle, c'est celle que vous voyez là sur la photo, c'est le parc des Murchison Falls, qui est une aire protégée depuis 1926, très riche en biodiversité. En plus des puits, il va y avoir des routes qui vont être construites à l'intérieur du parc, qui vont être notamment utilisées par des poids lourds. Les estimations, c'est que lors de la phase de construction, il y aura environ 600 trajets de poids lourds par jour au sein du parc. Lors de la phase d'exploitation, c'est-à-dire quand le pétrole sera extrait, il y aura plus de 2000 trajets de véhicules chaque jour entre les puits. Ça équivaut à plus de 60 000 trajets chaque mois, encore une fois, au sein d'une aire naturelle protégée. Il y aura également un réseau de pipelines dans le parc qui liera les puits entre eux, donc qui nécessitera des tranchées.
Les conclusions, c'est que cette zone va vraiment être altérée de manière irréversible par le projet Tilenga. En ce qui concerne le projet de l'ICOP, donc, comme je l'ai dit, l'ICOP va traverser à la fois l'Ouganda et la Tanzanie, comme vous pouvez le voir sur la carte, en contournant le lac Victoria. Donc, c'est un oléoduc qui sera chauffé à 50 degrés, qui sera enterré à 1 mètre de profondeur et dans un corridor de 30 mètres. Donc, tout là, le tracé que vous voyez, ça va être dans un corridor. Et l'ICOP passe vraiment par des zones, des écosystèmes très sensibles. Il passe par des zones très riches en biodiversité. Il passe par des marécages, des zones humides et de nombreux sites qui sont protégés par le droit international, dont la Convention de Ramsar. Il passe également à travers de zones sismiques, ce qui augmente le risque de fuite et d'accident. Et enfin, il y a environ 400 km du tracé qui vont traverser le bassin du lac Victoria. Et le lac Victoria, c'est le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde. Et il y a des millions de personnes qui dépendent du lac Victoria, justement, dans la région. En ce qui concerne l'impact du pipeline ICOP sur les animaux, il y a la citation de l'écologiste américain Bill McKibben reflète vraiment l'amplitude du désastre qui s'approche. Il dit que l'itinéraire proposé semble presque dessiné pour mettre en danger le plus grand nombre d'animaux possible. Les plateformes de forage se trouvent dans le parc national de Murchison Falls, en Ouganda, et l'oléoduc traverse la réserve forestière de Tala et l'empiète sur la forêt de Bugoma, qui abrite de grands groupes de chimpanzés, avant de traverser la Tanzanie et la réserve de Biharamulo, où vivent des lions, des buffles, des élans et d'autres animaux. En plus de ça, l'ICOP aura vraiment un impact désastreux pour le climat. Donc, il y aura environ 10,9 millions de tonnes de pétrole qui vont être transportées dans l'oléoduc chaque année. Et en fait, ces tonnes de pétrole, quand elles seront utilisées, c'est-à-dire quand elles seront brûlées, elles émettront l'équivalent de 34,3 millions de tonnes de CO2 chaque année. Ça, c'est bien plus que les émissions de gaz à effet de serre combinées de l'Ouganda et de la Tanzanie. Il y a vraiment, donc les projets de Total ont vraiment des risques très sévères d'atteinte à l'environnement et au climat. Et ils menacent à la fois l'accès à l'eau et à la nourriture de milliers de personnes, mais ils vont également conduire à la déforestation, à la destruction de biodiversité et au réchauffement climatique. Malgré ces risques, Total a choisi la rentabilité. Il y a un groupe de consultants, ITEC, qui est spécialisé dans les impacts environnementaux des industries extractives et qui a analysé les études d'impact du projet Tilenga ainsi que du projet ICOP pour la section tanzanienne. Et leur conclusion, c'est que pour les deux projets, Total a choisi en fait le modèle de développement, la méthode de construction qui coûte la moins chère, mais qui sera également la plus impactante. Alors, pour finir, je voudrais présenter rapidement l'action en justice qui est portée en France. Donc, le but de cette action en justice, c'est d'enjoindre Total à prendre des mesures concrètes et effectives afin de prévenir les atteintes envers les droits humains et l'environnement. Donc, nous avons lancé cette action en justice en 2019. Alors, c'est la première action en justice qui est portée sous une loi nouvelle qui date de 2017 et qui est la loi sur le devoir de vigilance. C'est une loi qui est pionnière parce qu'elle permet d'engager la responsabilité d'une entreprise pour les actions de ses filiales, des sociétés contrôlées, des sous-traitants, des fournisseurs à l'étranger. Donc, c'est vraiment important parce qu'elle ne s'applique pas seulement aux activités de la multinationale, mais également aux activités de tous ces autres acteurs. Selon cette loi, certaines multinationales françaises doivent élaborer et publier ce qui s'appelle un plan de vigilance. Dans ce plan de vigilance, les entreprises doivent à la fois identifier les risques qui sont associés à toutes leurs opérations, mais elles doivent également mettre en place des mesures de prévention et ou d'atténuation de ces risques. Ces mesures doivent être mises en œuvre de manière effective et en fait, il doit y avoir tous les ans un compte-rendu qui doit être fait de la mise en œuvre de ces mesures donc de prévention et d'atténuation. Et il doit également y avoir une évaluation régulière afin de s'assurer que ces mesures soient justement efficaces afin de prévenir ou d'atténuer les violations des droits humains ou des atteintes à l'environnement. Nos arguments dans cette action en justice, c'est qu'on estime que dans le plan de vigilance de Total, et je vous invite tous et toutes à le regarder et à vous faire votre propre opinion,
Nous, ce qu'on estime, c'est que Total n'identifie pas précisément les risques associés au projet Tilenga et ICOP et qu'il ne met pas en place des mesures efficaces de prévention et d'atténuation des risques. En fait, le plan de vigilance de Total, ça pourrait être le plan de n'importe quelle entreprise pétrolière et les risques qui sont identifiés le sont vraiment en termes très généraux et du coup, c'est pas possible en fait de mettre en œuvre sur la base de ces risques qui sont très généraux, c'est pas possible de mettre en œuvre des mesures de prévention concrètes vu que les risques ne sont pas identifiés. Alors, ce qu'on demande, c'est en première partie que Total respecte ses obligations de vigilance et donc qu'il mette à jour son plan et qu'il mette ensuite, donc qu'il identifie les risques proprement et qu'il mette en place des mesures de prévention effectives par rapport à ses activités en Ouganda et en Tanzanie. Et en attendant, on demande également au juge d'enjoindre Total à prendre des mesures urgentes afin de répondre aux violations des droits humains qui ont déjà eu lieu. Donc, les demandes sont différentes parce que les cas de figure les personnes affectées sont dans des situations un peu différentes, mais par exemple, parmi les choses qu'on demande, c'est des distributions de nourriture, le versement immédiat d'une compensation, mais d'une compensation qui soit juste et préalable, et enfin la publication de certains documents. Donc, où en est le dossier? Alors, en fait, c'est comme c'est la première action en justice qui est portée sous la loi devoir de vigilance et que c'est une loi nouvelle, il y a énormément de discussions quant à l'interprétation et à l'étendue de la loi. Et en raison de cela, il y a une discussion sur la question de la compétence, c'est-à-dire quel est le tribunal compétent pour juger des actions, de l'action en justice que nous avons lancée. Donc, pour l'instant, en fait, en première instance, le juge n'a pas regardé le fond de nos arguments du tout. Le juge, donc, qui était le tribunal de grande instance, qui est maintenant le tribunal judiciaire, a dit qu'il n'était pas compétent pour entendre notre requête et qu'à la place, c'était le tribunal de commerce. Nous, on pense que cette interprétation est incorrecte, donc on a fait appel. Malheureusement, la cour d'appel a maintenu la décision de première instance. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est en train de voir nos options et de considérer de se pouvoir en cassation. C'est important parce que la loi de devoir de vigilance, elle a vraiment le potentiel de prévenir les violations d'atteintes aux droits humains et à l'environnement. Mais les questions de procédure prennent beaucoup de temps et en attendant, les violations continuent. Nous, l'action en justice, on l'a lancée en octobre 2019 et là, donc, plus d'un an après, on n'a toujours pas de décision sur le fond. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention, surtout en fin de journée, à vendredi soir et par vidéo. Et merci beaucoup aux interprètes ainsi qu'aux organisateurs. Merci beaucoup à toi, Léa. C'était vraiment très clair, cette présentation est très complète. Et donc, il y a une petite question sur le chat qui te concerne. Donc, voilà, si tu veux y répondre, comme l'a fait tout à l'heure Victor, à la suite de son intervention. Et donc, maintenant, c'est Thiago qui va nous parler de Total au Brésil. Bonjour, je m'excuse, je vais parler en anglais. Hi everyone, thank you very much for the invitation to be here. I'm going to share a presentation with you that I prepared for this. And my presentation is going to be a little bit different from the others because I'm going to talk about the threats that Total represent in Brazil, but also about a successful campaigning that we did against one of the major international oil companies in the world, which was very successful. I didn't present myself. I'm Thiago Almeida. I'm a climate and energy team from Greenpeace Brazil, and I led the Amazon Reef campaign against Total, which we won. So basically, in 2016, in Brazil, it was revealed to the world the existence of an extensive reef system in the Amazon mouth basin, the Amazon River mouth basin. And just off the coast of Amapá in the north of Brazil. Amapá is in the front border with French Guiana. So this is a very special ecosystem because it's always been thought that it was impossible for a reef system to survive in a region like this, because the Amazon River brings so much sediments from the forest that the plume of the river stretches sometimes up to 300 kilometers into the ocean,
and covers huge areas. So there are areas of this reef where only 2% of the light passes through. So it is a new ecosystem thought to be impossible to exist. So as soon as we realized this, it became clear that Total's project to drill for oil off the north coast of Brazil posed a serious threat and imminent threat to the Amazon Reef. So this is the map that shows the threat represented by Total. In the top, you can see 5 blocks kind of in sort of in red. These blocks belong to Total. There are other oil blocks in the region, but none are even closer to getting the environmental license as Total was back in 2017 when we started our campaign. We started the campaign 4 days after Total brought all the equipment to drill in the Amazon mouth basin to Brazil. We started 4 days later the campaign. So after seeing here, just to explain, you can see the blocks and you can also see the first map made by the scientists of the Amazon Reef system. We now know that it is actually much, much bigger than this. It's more than 6 times bigger. And we also realized that exactly the area where the reef was mapped is the area where there is fishing. And fishing is extremely important for local communities of the coast of Amapá, but also other states in the north and northeast of Brazil. And when analyzing Total's plans, we commissioned independent scientists to analyze and scrutinize Total's environmental impact assessment. One of the examples is the oil spill modeling. This oil spill modeling shows that many countries would be affected by an oil spill in the north coast of Brazil. And still the environmental agency did not accept this oil spill modeling because they said that yes, oil could go to the coast of Brazil also, because one of the arguments used by oil companies here is that an oil spill there wouldn't reach Brazil, only other countries, as if this were something acceptable. So we went to the state of Amapá, traveled through it in order to understand better not only the issue, but the reality of the region, what were the threats over there, what were the needs. And Amapá is one of the most pristine and well-preserved states in Brazil, with a big presence of traditional communities, meaning indigenous communities, but also quilombolas, who are descendants of runaway slaves from mainly 18th and 19th century, local fishermen, artisanal fishermen, among other people that live off the ocean, off the coast of the environment. And they depend on this environment not only for their income, but also for their food. It is a matter of food security. So we were there, we saw a lot of local communities. We saw that the largest continuous mangrove in the world is in the coast of Amapá. And we know how important it is for the biodiversity, but also as a carbon sink. And we saw how pristine the state of Amapá is and what would be under threat. So the main elements we worked in the campaign, the main elements were the social impacts that an oil spill could have in the region, the environmental impacts, scientific research, and engagement work. This is very important because it was a combination of these elements that made our campaign successful. So the first thing we did was, after talking to building a relationship with local communities and local leaders, first thing was go to the Amazon Reef. We took a submarine in one of our ships, and we made the first images ever of the first underwater images ever of the Amazon Reef system, showing that not only it existed, it is alive, it is booming, it is expanding. And this was very important for 2 reasons. One,
it engaged people. This new Amazon Reef system where no one ever thought it was possible. So it traveled the world. At some point, we had petitions in 35 countries, people from many other countries working, sending letters to Total, for example. And but it was also important on the scientific side, because we were helping rewrite the books on reef systems. And this was very crucial during the environmental licensing process. Of course, we are Greenpeace, so we have different tactics. At the same time that we did the scientific expedition to the Amazon Reef in 2017, a couple of months later, a month and a half, we started what we call brand attack. So going after Total, putting more pressure on them through non-violent direct actions. So on the same day, we did this photo opportunity in the city of Rio, in Copacabana. We had at some point more than 300 people forming the letters with different messages. At the same time, we went to Total's largest refinery in Europe, which is in Belgium, and we did an NVDA, a nonviolent direct action there. And at the same time, in La Défense in Paris, in front of Total's headquarters. So this is just part of what we did. Throughout the years, we did other activities also in Brazil. And in 2018, we entered a shareholders meeting of Total in order to protest against oil drilling in the Amazon mouth basin. And of course, these things are very important because they travel through the world, they spread. So our action there was shared in many other countries. And we continued with the scientific research. So in 2018, instead of a submarine, we took an ROV so that the scientists could collect samples. And this expedition is also the expedition where we proved that there is a reef system, part of the reef system inside one of Total's blocks. Very important to say, in the environmental licensing process, oil companies need to do an environmental impact assessment and deliver to IBAMA, which is the environmental agency in Brazil. And in their environmental impact assessment, they said there was no reef system whatsoever inside any of its blocks. Greenpeace, in its first dive in the region, found a bank of rhodoliths in the seabed inside one of Total's blocks. So the work done in the environmental impact assessment was extremely poor. And then in 2019, because in 2018 we dove in French Guiana and we proved that the reef system stretched to French Guiana, is not just in Brazil, we went again, this time just to French Guiana, taking scientists specialized both in reef systems and in cetaceans, in order to show how precious this ecosystem is, how unknown it is, and how much more we need to know and understand about it and protect it. So basically, we took scientists over there, found some really interesting information. The scientists actually said that with this expedition, they proved that the area is a breeding ground, for example, for humpback whales. And we also took deep divers who went down 100 meters to make images of the reef system in French Guiana. And I'm sharing this picture because the lead scientist on board said that we could share and that he believes there's a new species here. He didn't say which, but he said, I do believe we have found new species. So all this work was extremely important for us. So in the end, it was extremely important for us to build a relationship with local people. Biodiversity that we showed was very important in engaging people from Brazil, but also from all over the world. The scientific part played a major role because we were constantly giving the environmental agency, new studies, new information about the reef system, which gave a lot of technical information for the agency to deny the license to Total. Sadly,
the principle of precaution was not one of the main reasons why the license was denied, which was one of our biggest arguments, because we have traditional and vulnerable communities in the region. But of course, the important thing is that we won. Total had its license denied in the end of 2018. But it is very important for me to say that this would not have happened today, in today's government. I think many of you know that we have a government now led by Bolsonaro that is simply destroying environmental protection in Brazil, which took decades to build. He is dismantling not just the agencies, but also taking out of their funds, all the funding they have. And the Brazilian government is now offering around 2,000 blocks for oil and gas drilling all over Brazil. And I'm talking all over, not just over the Amazon Reef, where Total had its license denied, but also in the heart of the Amazon forest. So the threat is not over, on the contrary. Here you can see some of the blocks that the Brazilian government is offering, and you see it's all over the Brazilian coast and also in the heart of the Amazon forest. And this is very worrisome because in the Amazon forest, we have shale gas reserves. And when we look to Argentina, to what is happening in Vaca Muerta, we can see what can happen in the Amazon forest. In Argentina, the Mapuche were impacted and they are fighting against it. Same would happen in Brazil. Many of these oil blocks in the Amazon are actually in the border of indigenous lands and conservation units. And here, just a map to show clearly how much the Brazilian government is working towards threatening the Brazilian environment. That's how much, these are how many blocks of oil and gas they want to sell just in the Amazon Reef region. So a quick note about Total in Brazil, because I know this was the initial goal of the invitation for me to speak here. First of all, Total lost and it's out of the Amazon Reef basin. The problem is it transferred its share there to Petrobras, the Brazilian oil company, who of course wants to drill in the region. Total has not demonstrated interest in blocks in the Amazon forest or even onshore in Brazil, but it's made clear it is focusing on ultra deep water, the Brazilian pre-salt, which is extremely productive and it is non-conventional oil drilling because it's in ultra deep waters. Total plans to invest, at least it announced that it planned to invest $600 million, or from $600 to $700 million a year in Brazil in oil drilling. They already have a strong presence in the Brazilian pre-salt and are working towards increasing the pressure. They produce around 40,000 barrels of oil a day. They plan to increase to 150,000 barrels a day in the next years. They already had a few gas stations, but they bought a large chain of gas stations in Brazil. So now they have around 300, and they have a few small solar projects. They say that they have an installed capacity of 140 megawatts at its peak, of course. So important to say that Total is known for its greenwashing, and the same happens here in Brazil. Of course, it tried to work on its social license to operate in the region by funding, for example, a rugby team in the north of Amapá, which is not even a sport we play here in Brazil. And the lobby of international oil companies, not just Total, but the lobby of international oil companies has increased a lot since 2016. They were able to change a lot of the oil regulations here in order to benefit them. So
There's a huge threat of oil and gas drilling here in Brazil, all over Brazil, in the coast, in the Amazon. There's the threat of fracking also, but Total, right now, the biggest threat they represent is ultra deep water drilling in the Brazilian pre-salt off the coast of the states of São Paulo and Rio. This was my presentation. It actually went a little bit faster than I expected, so I'm more than willing to answer any questions. Ok, ben, merci beaucoup Thiago. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, les questions, ce sera après l'intervention de Lucie, et du coup, qui tombe quand même à point, puisqu'elle va nous parler du financement de tous ces projets nocifs ben, par les banques. Hein. Donc, Lucie, c'est à toi la parole. Je pense qu'il y a une Merci beaucoup. Oui, super. Merci beaucoup. Je vais être assez rapide vu qu'il nous reste un tout petit quart d'heure avant la fin pour prendre aussi les questions, si j'ai bien compris. Donc moi, je suis Lucie, je suis la fondatrice et directrice de Reclaim Finance, et je vais essayer d'abord de donner peut-être un éclairage sur Total en général et son positionnement sur le climat, avant de parler vraiment de la responsabilité des banques et des investisseurs dans la transformation du plus gros pollueur français. D'abord, donc, quelques mots sur Total. Total a découvert en gros le climat après la COP 21 et a commencé à intégrer les questions climatiques dans ses rapports annuels, en publiant notamment un rapport sur le climat à partir de 2016. Et Total a une ambition qui est très très simple, tout simplement devenir la majeure de l'énergie responsable. Alors ça sonne très bien dans ces discours ou sur le papier, malheureusement on va voir que la réalité, et on l'a vu déjà dans les 3 premières présentations, elle est très loin de cela. Alors, pour rappel d'abord, Total c'est un des plus gros, tu peux changer de slide, et celle encore d'après, la prochaine. Donc voilà, Total fait partie des 20 plus gros pollueurs au niveau international et est responsable environ de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sur ces 30 dernières années. Slide suivante, s'il te plaît. Donc Total, sous la pression de la société civile et des investisseurs, a pris des engagements l'année dernière, notamment celui d'atteindre la neutralité carbone. Donc un engagement qu'il a pris au début du mois de mai 2020. Atteindre la neutralité carbone, concrètement, ça veut dire réduire à zéro ses émissions, soit en réduisant ses propres émissions de gaz à effet de serre, ou en capturant et compensant le reste de ses émissions. Ça, c'est la définition de la neutralité carbone. Déjà, on voit qu'il y a un problème parce que l'engagement de Total, finalement, il est pris sur ses opérations mondiales, seulement sur le scope 1 et 2 de ses activités. Et concernant le scope 3, qui représente la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre de Total, qui sont les émissions liées à la consommation de ces produits, eh bien, Total n'a pris un engagement qu'au niveau de l'Europe, qui représente une toute petite partie, en vérité, de ces émissions. La slide suivante. On a un partenaire qui s'appelle All Change International, qui a du coup mis bout à bout tous les engagements de Total, et on voit que ces engagements-là, même s'ils étaient délivrés, ce serait très insuffisant pour s'aligner avec un scénario 1,5 degré raisonnable. Raisonnable, ça veut dire et réaliste, ça veut dire qu'il ne parie pas beaucoup justement sur les technologies inexistantes de captage et de stockage de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez là, ici, dans le graphe, que globalement, Total, c'est la partie en grise qui a été divisée entre les émissions liées à ces activités en Europe et hors Europe. Et on voit qu'on est très, très loin d'une trajectoire 1,5 degré.
Un autre problème lié à Total, c'est que Total, finalement, n'a pris un engagement que de réduire l'intensité carbone des produits énergétiques qui sont utilisés par ses clients de 60%. Et ça, c'est souvent un stratagème très souvent utilisé par les majors pétrolières et gazières pour faire valoir leur engagement en matière climatique. Ils parlent de réduction de l'intensité carbone de leurs produits. Malheureusement, ils raisonnent du coup en ratio. Et ce ratio-là, il prend en compte les émissions liées à leur activité dans les énergies fossiles, mais également à leurs activités dans les énergies renouvelables. Et donc, on peut avoir, et c'est ce que a fait Total, on peut avoir une réduction de l'intensité de gaz à effet de serre, de l'intensité carbone des produits, tout en ayant une augmentation en absolu des émissions de Total. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années avec un passage à 75, plus de 75 tonnes de CO2 émises par TG à 71. Donc, on a une réduction entre 2014 et 2018, mais dans le même temps, les émissions de gaz à effet de serre de Total ont progressé de 8%. Donc, voilà les stratagèmes auxquels a recours Total. Nous, ce qu'on aimerait, bien entendu, le slide suivante, c'est qu'il arrive à 0 émission. Et ça, aujourd'hui, Total ne dit pas du coup comment ils vont arriver réellement à une baisse drastique de ces émissions, ce qui laisse penser qu'il va miser sur du CCS ou sur de la compensation. Or, le CCS, on a très peu de projets qui sont commercialisés aujourd'hui dans le monde et la plupart sont utilisés en réalité pour aller chercher plus de pétrole dans le sol. Et au niveau de la compensation, le GIEC est catégorique. En vérité, on va pouvoir utiliser les terres et les forêts que pour absorber une toute petite partie de nos émissions, 10 fois moins que nos émissions annuelles aujourd'hui. Et l'inverse, miser sur un fort recours à la compensation, ça veut dire des déplacements de population, ça veut dire de l'accaparement de terres, ça veut dire une aggravation de la situation et une violation des droits des populations au niveau de la souveraineté alimentaire, etc. Donc la seule solution serait de réduire les émissions. La science, slide suivante, la science, elle nous rappelle qu'il faut diminuer de 4% la production de pétrole tous les ans jusqu'en 2030 et de 3% la production gazière tous les ans jusqu'en 2030 si on veut tenir un objectif de 1,5 degré. Slide suivante. Or, Total, aujourd'hui, c'est plus de 90% de ces investissements qui sont effectués dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, la production, même si Total se dit, et on le dit beaucoup, on l'entend beaucoup en tout cas, que Total investit massivement dans les énergies renouvelables, en réalité, les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est 0,01% de la production totale de Total et 10% de ces investissements. Total prévoit de porter cette part de ses investissements dans les renouvelables à 20% en 2030. Ça veut dire que même en 2030, plus de 80% des investissements de Total seront toujours dirigés vers les énergies fossiles. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est vers l'augmentation et l'ouverture de nouveaux projets d'énergie fossile. Slide suivante. Donc, ça, c'est un autre problème, c'est que souvent, Total, alors aujourd'hui, on voit qu'il commence à parler vraiment d'énergie renouvelable, mais très souvent, il ne parle pas d'énergie renouvelable, il parle de secteur bas carbone, ce qui, dans le langage de Total, est un gros mélange des genres, où ça fait gonfler les chiffres, parce que du coup, ça donne des chiffres plus impressionnants d'investissement de la part de Total dans le secteur bas carbone, mais en vérité, le secteur bas carbone, selon Total, repose sur une toute petite partie d'énergie renouvelable et beaucoup de gaz. Le secteur de la production d'électricité à partir de gaz est très présent chez Total et un secteur stratégique dans lequel il entend se développer après surtout le tournant 2030. Et pour rappel, bien entendu, le gaz est une énergie fossile qui doit rester dans le sol, tout comme le pétrole.
Slide suivante. Enfin, un dernier petit problème aujourd'hui qui concerne pas mal d'investisseurs, c'est le lobbying de Total pour contrer les efforts en matière climatique et l'adoption de régulations publiques au niveau national ou au niveau international pour lutter contre le dérèglement climatique. Une étude a montré que Total, c'est 3,2 millions de dépenses de lobbying déclarées au niveau Union européenne il y a quelques années. Donc, c'est des sommes colossales qui sont quand même mises pour contrer les efforts en matière climatique. Slide suivante, du coup, là, je vais venir vraiment sur la responsabilité des acteurs financiers dans le développement des activités d'hydrocarbures de Total. Donc, qui finance ou qui investit dans Total? On a d'abord mené une étude avec plusieurs ONG, avec les Amis de la Terre, avec Urgewald, avec Recommon, avec le Rainforest Action Network au niveau international pour regarder s'il y avait eu un réfléchissement dans les comportements des grandes banques et des grands investisseurs après la COP 21. Dans notamment leur financement aux énergies fossiles. Et s'il y avait une réduction de leur financement aux énergies fossiles ou bien une augmentation de leur financement aux énergies fossiles. Et on s'est notamment intéressé à leur financement aux entreprises qui sont aujourd'hui impliquées dans le développement de 12 mégazones en expansion, de nouveaux projets de pétrole, de gaz et de charbon. C'est 12 clusters. Vous pouvez retrouver ce rapport, il s'appelle le 5 Years Lost Report. Il est accessible en ligne, si vous le tapez, vous allez le trouver sur plein de sites, donc des organisations qui ont porté ce rapport. On voit que Total déjà est la majeure pétrolière avec ExxonMobil et BP qui est le plus impliquée dans les projets qui sont présentés dans le rapport, avec une implication dans 6 des 8 projets pétroliers et gaziers du rapport. Et slide suivante, que Total a bénéficié depuis 2016 et donc depuis la signature de l'accord de Paris de 29 milliards de dollars de financement par les grandes banques au niveau international. Donc concrètement, là on parle de financement très souvent de prêts ou des émissions d'obligations qui sont opérées par les banques au bénéfice de Total, qu'on pourrait assimiler pour la majeure partie de ces 29 milliards à des chèques en blanc. C'est-à-dire c'est des financements qui sont attribués à l'intégralité des activités de Total et pas à un projet particulier. Donc, il n'y a pas une attention de la part des grands financeurs ou des grands investisseurs à ce que, oui, ils soutiennent Total peut-être dans ses efforts de transition, mais à condition que ça aille dans des projets non hors secteur des énergies fossiles. Quand bien même, on pourrait contester le fait de soutenir un projet renouvelable de Total au niveau de sa sincérité à se transformer. Voilà, déjà, le fait est qu'aujourd'hui, de toute manière, on n'en est même pas là. On fait plutôt des chèques en blanc à Total. Au niveau des investissements, au niveau peut-être de ces 29 milliards, il y a 4 banques qui ressortent principalement. Slide suivante. C'est notamment JP Morgan Chase et Morgan Stanley, donc 2 banques américaines, mais également 2 banques européennes, Barclays, qui est une banque britannique, et le Crédit Agricole, qui est la 2e banque française. Au niveau, donc chacun d'entre eux a donné plus de 1 milliard de dollars de financement à Total depuis 2016. Au niveau des investisseurs, on a 46 milliards d'investissements qui sont aujourd'hui détenus par les grands investisseurs dans Total, dont les plus gros investisseurs, slide suivante, sont BlackRock, Vanguard. Donc, encore une fois, on retrouve des investisseurs américains, mais également Norges Bank, qui est la banque qui gère les fonds du fonds de pension norvégien, et Amundi. Donc, c'était la slide suivante. Juste voilà pour montrer les logos. J'accélère un peu parce que je vois le temps qui passe. Donc nous, on appelle les acteurs financiers, slide suivante, à dire non à Total et à conditionner leur soutien à Total à un arrêt dans le développement de nouveaux projets d'énergie fossile. Un des arguments qui est souvent présenté par les acteurs financiers pour justifier leur soutien à Total, slide suivante,
c'est que Total serait du best in class. Total ferait mieux quand même que Chevron ou que Exxon. Alors déjà, ça c'est problématique parce que c'est oublier que la question du climat, c'est pas un enjeu d'être le meilleur, de qui est le meilleur que l'autre. On n'est pas dans une course à l'échalote, on est dans un enjeu de transformation de l'intégralité des business models de toutes ces entreprises-là. Et la seule question qui vaille, c'est est-ce que Total aujourd'hui est en train de faire les transformations de manière à s'aligner sur une trajectoire climatique qui est viable. Et là aujourd'hui d'ailleurs, on peut le voir avec ce tableau-là, qui est un tableau issu d'un rapport de All Change International, qui a mesuré les efforts et des majors internationales sur 10 critères. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge sur seulement 5 critères. Le reste des critères, je ne les ai même pas indiqués, ils sont encore plus dans le rouge. Mais vous voyez déjà rien qu'ici que Total est en réalité même pas dans le best in class, puisqu'il fait par exemple moins bien que BP. Slide suivante. Donc pendant très longtemps, pourtant, Total a échappé à la pression des investisseurs. On a vu depuis la COP 21 de plus en plus d'investisseurs qui ont en tout cas déposé des résolutions aux assemblées générales de BP, d'Exxon ou encore d'autres grands acteurs du secteur pétrolier et gazier pour leur demander d'adopter des objectifs de décarbonation de leurs activités. Total est toujours passé entre les gouttes jusqu'à l'année dernière, finalement, à l'Assemblée générale de Total, donc slide suivante, où enfin, on a eu le dépôt de la première résolution climat jamais déposée en France. Donc, c'est un petit groupe d'investisseurs, d'une dizaine d'investisseurs, avec notamment la Banque Postale, le Crédit Mutuel, Mescart, qui ont réussi à aller jusqu'au bout dans le dépôt d'une résolution à l'Assemblée générale de Total qui demandait à la majeure pétrolière d'adopter des objectifs pour décarboner ses activités et s'aligner avec une trajectoire 1,5 degré. Et je dis bien, ce groupe d'investisseurs, ils ont réussi à aller jusqu'au bout parce qu'ils ont fait l'objet de pression de la part de Total, qui a tout fait pour les dissuader de déposer cette résolution, puis de voter cette résolution en Assemblée générale. Mais ils ont également été sous pression d'autres acteurs financiers, notamment BNP Paribas, qui s'est allié avec Total sur la prise de décision de l'engagement net zéro d'atteinte de la neutralité carbone dont je parlais au début de la présentation, qui est un faux engagement qui relève du greenwashing et qui a été fait par Total avec le soutien de BNP Paribas pour contrer cette résolution-là et donner une porte de sortie aux investisseurs et une excuse pour ne pas voter la résolution. Finalement, cette résolution, mais slide suivante, elle a obtenu 7,8% de votes positifs, ce qui est peu et en même temps beaucoup étant donné le contexte français où il est très mal vu en France de déposer des résolutions et de voter des résolutions sur le climat. Et on voit, donc c'est quand même un signe positif. Et il y a un autre facteur qui est intéressant, c'est que plus de 10% des investisseurs se sont abstenus. Et là, on voit bien l'enjeu majeur au niveau des acteurs financiers, c'est que les acteurs financiers de plus en plus sont conscients que Total, ses discours sur le climat relèvent du greenwashing. Et donc, leur responsabilité à eux devrait de mettre la pression sur Total pour le pousser à transformer ses activités et à arrêter de développer des projets, comme on a entendu parler, de gaz de schiste en Argentine, le projet ECOP en Tanzanie, on pourrait parler des projets au Arctique, des projets de LNG au Mozambique, etc. Ils sont bien conscients que c'est un embarrassement pour eux, mais en même temps, ils préfèrent s'abstenir pour ne pas froisser leurs intérêts directs de court terme avec Total et ne pas se mettre en porte-à-faux. Parce que très clairement, il y a eu des répercussions Total lorsqu'on vote une résolution climat, on va perdre des contrats, on va perdre les contrats d'énergie renouvelable. On va aussi, si Amundi aujourd'hui décidait de s'opposer à Total, ça veut dire que Amundi va perdre tous les contrats liés à la gestion des pensions de Total. Total, c'est des milliers de salariés dans le monde. Donc, il y a une manne financière là, juste dans le fait de gérer les retraites des salariés de Total. Et donc, Amundi est en porte-à-faux entre assurer la valeur de son portefeuille sur le long terme et en même temps ne pas perdre ses intérêts économiques et financiers liés à la gestion des retraites
des salariés de Total. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur les enjeux qui entourent les financements et les investissements à Total aujourd'hui. Merci beaucoup Lucie. C'est vraiment très éclairant. L'ensemble en fait, vos 4 contributions se complètent vraiment bien. Alors, j'ai observé, en regardant les questions qui ont été posées, il y en a une très précise qui concerne Léa. Et après, il y a une notion qui vous concernera tous les 4, en fait. Donc, Léa pourra répondre en premier après la première question. Donc, la première question, c'est est-ce que Léa, tu as entendu parler de l'exploitation de Total au Nord Mali, dans la région de Kidal, qui est actuellement en guerre et occupée? Voilà, je ne sais pas si tu as une réponse à cette question-là. Bah oui, ça va être plutôt rapide parce que non, donc c'est pas un sujet sur lequel je travaille. C'est aux Amis de la Terre, on suit principalement le projet Total en Ouganda ainsi que celui au Mozambique aussi, où pareil, c'est une situation de conflit aussi avec des terroristes de l'État islamique, mais pas celui-là. Désolée, peut-être que certains de mes collègues ont plus de connaissances, mais pas moi. Alors sinon, l'autre question plus générale, en fait, qui est revenue, c'est est-ce qu'il existe j'ai vu que certains d'entre vous ont répondu, est-ce qu'il existe une espèce de coalition internationale d'ONG pour lutter contre les agissements de Total? Est-ce que vous-même, les uns et les autres, est-ce que vous faites partie de ce type de coalition, si ça existe? Alors, on va peut-être faire les réponses dans le même ordre que tout à l'heure. Donc, Victor en premier, ensuite Léa, ensuite Thiago et ensuite Lucie. Donc, Victor, est-ce que tu as une... Je ne le vois plus, Victor. Ah, ben, peut-être qu'il n'est plus là. Donc, Léa. Oui. Alors, de ce que je connais, il y a plusieurs coalitions en fait, et il y a beaucoup de collaboration entre les associations. Parfois, c'est par projet. Par exemple, sur le projet ICOP, il y a vraiment un groupe d'associations au niveau local, au niveau régional, au niveau international qui se met ensemble et qui collaborent. En fait, il y a régulièrement des réunions pour discuter un petit peu de la situation, partager des informations. Il y a beaucoup aussi au niveau français, on travaille beaucoup avec les autres ONG françaises qui travaillent sur Total, soit par rapport à ces activités ou alors sur aussi la loi devoir de vigilance. Et voilà, donc ce que je peux dire, c'est que oui, il y a, mais après, ça peut toujours évidemment être amélioré. C'est vrai que ça apporte énormément ça enrichit beaucoup parce que ça permet de partager les informations. Au niveau juridique, ça permet aussi de partager, en fait, de donner des idées sur des stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Au niveau du plaidoyer, ça aide également et c'est vrai que ça renforce toujours le plaidoyer lorsqu'on peut aussi montrer que la situation, en fait, que c'est systémique chez une entreprise, les violations des droits humains, la négligence envers l'environnement, ça vient à renforcer les arguments aussi. Je vois que Victor est là. Oui, là, je ne sais pas si tu avais entendu la question, Victor. C'était est-ce qu'à ton niveau, en Argentine, vous participez à des coalitions internationales pour lutter ensemble contre Total? Je vois, il y a vos voisins brésiliens, mais il y a sûrement d'autres cas en Amérique du Sud, par exemple. Sí, por el momento, una reflexión en torno a las coaliciones ha sido importante, este tipo de espacios. En América Latina nosotros hemos podido participar de espacios dentro de la Alianza Latinoamericana frente al fracking, también en otros espacios de Oil Watch América Latina o el espacio de Oil Watch Latinoamérica, donde en ambos hemos podido coordinar con distintas organizaciones y conocer qué es lo que está sucediendo no solo en los territorios, con las compañías, con compañías como Total, por ahí no específicamente Total, pero nos ha dado la oportunidad de mirar
más detalladamente el papel de otras compañías europeas particularmente. Venimos justamente mirando lo que está sucediendo en offshore en América Latina, el caso de Brasil, sobre el que Tiago explicó recién, es sumamente importante, relevante. Lo mismo lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en México con la Alianza Mexicana frente al fracking, lo que está sucediendo en Perú también, donde otras compañías como Tullow, en la parte norte de la costa norte del Perú, bueno, todos los países de América Latina, todos los mares del continente americano tienen ahora en la actualidad explotaciones o exploración en alguna de sus aguas, superficiales o ultraprofundas, ¿no? Entonces, hasta ahora nuestra estrategia ha sido la de concertar alianzas internacionales para tener una mirada general. Otra es comprender, escuchar, participar también con organizaciones de la sociedad civil europea, como Amigos de la Tierra u otras, para saber también cómo son las estrategias que se están llevando desde otro continente. Y luego en lo más local, poder romper la hegemonía, el consenso sobre la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales que tiene. Eso ha sido un trabajo más minucioso. Nuestra estrategia por el momento ha sido fortalecer algunos análisis de manera de poder tener diagnósticos más profundos. De ahí que nosotros conformamos con otras organizaciones, particularmente con Taller Ecologista, un espacio que le llamamos EJES, que es el Encuentro por la Justicia Económica y Socioambiental. Y desde EJES venimos haciendo análisis más específicos centrados en la economía, en la fuente de financiamiento, como lo que ahora expuso y nos contó Lucy. Y por lo tanto ir construyendo un argumento que vaya también de la vía de pensar la alternativa, ¿no? Eso ahora es un desafío, ¿no? Como no solamente comprender la operación a nivel global, los efectos locales que son muy concretos, sino que también diseñar entre distintos espacios y desde distintos territorios con una perspectiva sur-sur, norte-sur, etcétera, ¿no? Un movimiento lo suficientemente fuerte, robusto y seguro para poder construir en territorio una alternativa de transición a los combustibles fósiles. Eso es lo que ahora nos estamos enfrentando, ¿no? A ver de qué manera construir estos escenarios en los cuales la energía sea vista como un derecho, en el control, el respeto sobre los derechos humanos y la participación de otras organizaciones que incluyan también, bueno, distintos actores. Tenemos sindicatos, profesionales, universidades, organizaciones territoriales del pueblo mapuche, y así se repite eso en distintos lugares del continente. Eso han sido por ahora nuestras estrategias. Luego pensamos que la vía jurídica complementa, por supuesto, no existe para un fenómeno tan fuerte, no existe una solución mágica, ni tampoco un argumento que sea capaz de derribar todo el entramado ideológico, político, económico del mundo fósil, ¿no? Del mundo de los hidrocarburos. No existe esa bala de plata, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora es construir argumentos sólidos, un trabajo territorial que acompañe también una coalición enorme internacional como la que muchos espacios también han representado, o vienen representando también en nuestras organizaciones. I guess it's me now. Victor's answer was perfect. I think it describes a lot the way we work here. A lot of coalitions in the local level, national level, and sometimes international level. Even though we campaigned against Total for 3 years, for example, we were never like part of a coalition that worked only against Total. We work against fossil fuels. In that moment, of course, our focus was on Total. In the NVD, the non-violent direct action that we did in the shareholders meeting in 2018, we actually had volunteers from Friends of the Earth with us, a lot of them, and not just from France, from Spain, for example. So it is very important to build these coalitions, to exchange knowledge, because we have different expertises. And of course, it's
very special to be in a coalition with traditional people, with the people who would be impacted by this. So for example, and I spoke a little bit about Vaca Muerta because we look a lot about what is being done there and how the Mapuche led the fight with the help of other organizations. And this is the way we try to work here. So yeah, basically like a copy paste from Victor. Ben, merci de ces réponses. Lucie, tu as sûrement aussi un témoignage à apporter sur ton domaine plus spécifique, sur l'intervention auprès des financeurs. Je crois que Lucie, elle a dû partir parce qu'elle avait une autre réunion. Ah, ok. Bon. Alors, moi, ce que je peux retenir jusqu'à présent, oui, pardon, c'est que, en fait, justement, le Forum social mondial, c'est fait pour ça, quoi, pour nous réunir les uns les autres, les organisations militantes sur un sujet tel qu'aujourd'hui. Et souvent, pour avoir participé anciennement à des forums sociaux, ce qu'on essayait de dégager à l'issue d'une réunion telle celle-là, une piste de travail commun, enfin, nous 4-5 qui sommes réunis, là, ces associations-là, et pourquoi pas s'engager sur une campagne commune, mais avec évidemment en collaboration avec nos partenaires des uns et des autres existants. Comme on a fait Stop Amazon, pourquoi pas faire Stop Total, et en déclinant sur l'ensemble des continents. Là, tout à l'heure, tu parlais, enfin en début, Léa, tu parles des cas africains, mais je sais que c'est très difficile, et tu le disais aussi, c'est très difficile pour l'organisation africaine de se mobiliser, parce que souvent, que ce soit dans le cadre Total, mais j'en ai entendu parler dans d'autres cadres, les militants se mettent souvent en danger eux-mêmes personnellement, ou leur famille, enfin économiquement, aussi physiquement, carrément physiquement, quoi. Et bon, je sais que Greenpeace est aussi présente en Afrique. Greenpeace a dû être aussi vos partenaires, il me semble, Léa, sur les cas ougandais, etc. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire ensemble, nous, Attaque aussi, on est présent en France, mais dans d'autres endroits du monde, avoir des actions concertées, en fait, ce qui est comme à l'âge des actions sur le climat, une journée dans l'année, hop, on met tous le focus sur Total, par exemple. Enfin, c'est une piste comme ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais bien qu'il y a le travail de terrain, mais l'information auprès du public, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très important, parce que souvent, les gens ne savent pas. Moi, avant de vous écouter, je ne connaissais pas forcément, je ne connaissais pas ce qui se passe en Argentine, je ne savais pas ce qui se passe au Brésil. En Afrique, je savais plus, les Amis de la Terre, c'est une asso française avec laquelle on travaille aussi. Et donc, voilà, je ne sais pas, une piste comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des idées là-dessus. En plus, évidemment, des coalitions qui existent déjà ou du travail de terrain, quoi, qui est autre chose. Réagir. Qui veut s'exprimer? Ouais, je vais prendre la parole. Oui, je pense que c'est bien c'est une bonne opportunité, je pense, de se mettre ensemble. Et maintenant qu'on voit un petit peu ce que chaque personne fait, peut-être organiser quelque chose, un appel ou une réunion ensemble pour discuter un peu plus, identifier un petit peu plus peut-être les éléments communs et les présenter aussi les différentes stratégies qu'on a, les différentes méthodes d'action, les différentes stratégies qu'on a, et voir si quelque chose peut être décliné par toutes les organisations. Et je pense que c'est une bonne idée. Pour en revenir à la campagne de Greenpeace dont Thiago nous a parlé, c'est vrai qu'on en a eu connaissance en France, hein, puisqu'il y avait action devant le siège de Total à Paris. Moi, je me souviens avoir signé la pétition à l'époque aussi.
C'est vrai que c'est une façon, bon, la pétition, on ne sait pas si ça a de l'impact, mais ça le gros impact des pétitions, c'est d'informer un public, de l'informer de façon mondiale, quoi. Et, mais effectivement, ça peut être ça, mais ça peut être aussi ouais, l'action le jour J à un endroit donné. Mais je pense que les pétitions aussi, c'est des bons supports de communication et d'action. On this, petitions are very important. Sometimes they have a very clear goal. For example, you need that number, that many people to sign it in order for a bill to pass or for a bill to be voted. But quite often it is about raising awareness and getting people engaged in the cause and bringing more and more people. It is also a communication tool that is very important. And as I said during the presentation, we try to combine our work in different fronts because as someone said here, there's no silver bullet. So it's a combination. And at least in France, Greenpeace France's #1 target has been Total for many, many years. Now they're also going strong against Macron. So anyway, trying to answer the question about a coalition only against Total. Of course, I think it's possible, especially when Total is messing up so much in Africa, Indonesia, Argentina, and other places. But also it is very important to tackle the oil industry as a whole, the international oil industry. And let's remember that by hurting one major international oil company, we can hurt others. By winning in the Amazon region, we made that whole area toxic to oil, to other oil companies. That's why BP announced last year that they don't plan to drill in the Amazon Reef, where they also have a block. And so, I mean, we have to think strategic. A campaign against Total can be a campaign against the fossil fuel industry and vice versa. No entendí muy bien la pregunta, pero entiendo que Tiago estabas respondiendo también sobre la idea de una campaña en contra de Total. Es algo así, no sé si fue y vino mi conexión, por eso si me podrían ayudar con la traducción ahí, que no entendí muy bien la pregunta. No sé si en inglés, aunque sea Tiago, que te escucho bien. Ouais. En fait, la question, c'est pour conclure et pour se donner une perspective à cet atelier, à cette rencontre, c'était de s'engager les uns et les autres, agir de façon concertée sur... Bon, même si on le fait déjà chacun à notre niveau, mais s'engager à le faire de façon plus précise. Et donc, on parlait des pétitions, mais il y a d'autres façons de faire aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. No, perdona, no entiendo en francés la pregunta. Incluso, pero ni tampoco me funciona el canal de la traducción. Si me lo puedes escribir en español o en inglés, o te pido disculpas. Hola, Víctor. Sí, quizás rápidamente. No, por favor. La pregunta es más o menos de cómo trabajar juntos, cómo hacer una campaña juntos a nivel internacional. Tiago habló de las estrategias y bueno, sí. cómo salir de esta reunión con quizás unas ideas. Elementos, claro. De pistas, de reflexión, exacto. Bien. Primero me parece que analizar el papel que tiene, hay una diferencia, digamos, norte-sur evidente en la acción de las compañías. Los próximos 10 años son claves, todos los estudios indican eso. Entonces, eso hay que incorporarlo en cualquier campaña o diseño de campaña, ¿no?
la relación norte-sur global, sur-sur global, etc. Por un lado, por otro lado, la presencia de múltiples actores en debates que no necesariamente van de la mano de una campaña, de una compañía en particular. En este caso, por ejemplo, para el caso argentino y el contexto argentino, la fuerza que tiene en el discurso nacional el petróleo y el gas es un consenso muy fuerte. Entonces, cualquier acción que, por ejemplo, desde el Observatorio Petrolero Sur, nosotros impulsemos para frenar, ralentizar o discutir o poner en discusión la viabilidad o cualquiera de los atributos que tiene la narración, la narrativa, digamos, a favor del avance del fracking o del offshore, tenemos que ser cuidadosos porque se pone en tensión esta cuestión del desarrollo nacional y se pone en cuestión este tema de las alternativas. Entonces creo que una campaña que identifique los actores es fundamental, luego otra en la que se incorporen las voces pensando en las vías que tienen que ver con, uno, el cambio climático, por ejemplo, los claves, y otro, la reconversión de las economías fósiles en economías en transición, ¿no? Donde la solución no sea otro commodity como el litio, o donde por lo menos se complejice toda esa figura. Para mí es fundamental, o sea, para nosotros desde el observatorio es fundamental eso, dialogar, entender mucho el contexto y las posibilidades y las herramientas que tenemos. Creo que tenemos una capacidad como organizaciones en red muy fuerte, mucho, así como Total está en todo el mundo, nosotros también estamos en todo el mundo. Para mí eso es fundamental, nos da una ventaja importante, ¿no? Estamos al mismo tiempo en los territorios, pero también en espacios como este, de lo virtual, pero también de lo internacional. Y si a ese entorno le sumamos, a ese modelo de campaña, le sumamos por lo menos una capa, la capa en la cual discutimos el papel hegemónico del petróleo en las economías a nivel nacional, nos parece que se puede avanzar, digamos, en desfosilizar la matriz energética, en no solamente identificar a los responsables, sino que ir en un camino, digamos, de transición energética en países, digamos, donde en un escenario de países que son más dependientes y otros que son más independientes de sus fósiles, ¿no? Eso por un lado. Entonces, para nosotros diseñar campañas o espacios de articulación tiene que ver con estos espacios de complejización, de que son análisis más complejos. Incorporamos también en estas variables el impacto local en la economía y en los formatos, digamos, y en la fuerza de trabajo, ¿no? El discurso en relación a que son compañías que la explotación de los hidrocarburos dan trabajo, es algo que también hay que ir desandando, ¿no? Hay que ir volviendo a revisar, salir a cuestionarlo y pensar junto con los y las trabajadoras, trabajadores y las comunidades también afectadas y no directamente afectadas, ámbito de transición y una lectura, digamos, lo más aterrizada posible. Nosotros, por ejemplo, ahora desde Argentina, tenemos que construir un escenario en el cual la voz de la disidencia a los hidrocarburos no sea leído también como una voz antinacional o mucho menos, ¿no? Como algo que frena el desarrollo del país, etcétera, sino que hay que encontrar la narración, la narrativa. Nosotros también hemos sido educados y educadas en el mundo petrolero, en el mundo en el cual los fósiles eran casi algo inevitable, y bueno, estamos construyendo esos nuevos argumentos, y en esos nuevos escenarios es necesario, bueno, eso, plantearlo desde un ámbito donde lo que tenemos que reconocer, donde tenemos que reconocer que el fenómeno, digamos, tiene por lo menos esas dos complejidades: el mundo del trabajo, la hegemonía del discurso fósil, y después las relaciones norte-sur global, sur-sur, norte-norte, como queramos expresarlo. Gracias. I would like to add something to what Victor just said, and I was going to talk about the narrative, because narrative is something extremely important, especially counter narratives against the oil industry, because they have a very strong narrative about, as Victor said, on development, job generation, even though we know this is not true quite often.
because the jobs that they're creating, it's not for the people in the region. These are from people that come from regions where they have universities, etc. Very important to make the difference between the global north and the global south. The realities are much different. Here in Brazil, we need economic development, and people have bought the narrative that oil means economic development. So we need to fight this. Of course, when we're talking about putting pressure on a company to change, I see a lot of more responsibility on the global north than on the global south, because we are still trying to get basic things that in Europe, for example, or the US, you take for granted. So this is very challenging. We need to think about social, economic, and environmental impact when doing a campaign, at least in Brazil, I imagine the same in Argentina, and create a very strong narrative against this oil being like gold. Effectivement, je pense qu'on va pouvoir cet atelier être vraiment très très riche. Franchement, j'en suis vraiment enchantée de la façon dont les choses se sont passées, en remerciant énormément les traducteurs et traductrices qui nous ont permis d'échanger, parce que sinon on ne peut pas se comprendre. C'est vraiment une difficulté aussi, et c'est ce qui fait qu'on a plus de mal à travailler ensemble et à agir ensemble aussi. C'est un gros problème. Mais justement, on les remercie chaleureusement, et puis on reste en lien et on voit se faire ensemble. Mais c'est vrai que dans les pays du Nord, c'est différent, mais on voit, comme j'ai cité en introduction, Total s'engage à moins utiliser les fossiles chez nous, mais utilise ce qu'on appelle les gros carburants, qui ne sont pas non plus la panacée. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse avancer. Mais on avancera et on sera positif que si on est ensemble. Merci beaucoup à tous. Là, je pense qu'on arrive à la fin de notre atelier. Et merci à vous aussi, les intervenants. C'était très, très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci et bonne soirée à vous. Obrigado. Gracias.